Désormais, réserver la présidence de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Bon, d'abord, je commence par dire que Tchani, c'est un Congolais, jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge pour lui dire, mais vous savez que chez vous, par exemple en Belgique, il y a des gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté. On ne les met pas en prison, on ne les fait pas taire. Mais est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant? Non. Le roi est là et il est bien là. C'est la même chose. Alors maintenant, puisque vous demandez mon avis, moi je fais simplement un constat. Je ne vais pas donner mon avis, j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique que cette loi, enfin cette proposition de loi même a suscité. Mais je dirais simplement, est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter. Tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses. À moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Mais Monsieur le Président, la CENCO et l'ECC demandent justement à vous rencontrer pour jouer votre rôle d'arbitre. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés, mais j'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui auraient menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Donc je préfère ne pas me mouiller dans ces affaires-là. C'est très dangereux, c'est très délicat. Nous avons affaire à des hommes... oui, parce qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, jusque-là. Hein. Nous avons affaire à des hommes sérieux, des hommes d'expérience, qui, je suppose, aiment leur pays comme moi je l'aime. J'espère qu'ils trouveront la solution. Vous avez fait de la lutte contre la corruption, Monsieur le Président, votre cheval de bataille, comme vous l'avez souvent répété. Sous votre mandat, on assiste à des interpellations et arrestations, très souvent, des responsables politiques qui ont versé dans la corruption et le détournement. Mais toutes ces actions, au-delà de l'effet dissuasif qu'elles pourraient avoir, ont-elles déjà permis à la RDC, votre pays, de récupérer des millions de dollars détournés? Bon, dans ce que vous dites, il y a... J'allais dire, il y a du bon et du moins bon. La lutte contre la corruption, ça, je l'ai engagé, je ne reculerai pas. C'est quelque chose que je condamne, que je déplore depuis longtemps, avant même d'être aux affaires, parce que j'ai vu comment notre pays est allé en dégringolant à cause de ça. J'ai vu comment nos valeurs ont été inversées. J'ai vu comment notre éducation a été rabaissée complètement. Le niveau de notre éducation qui était un des meilleurs en Afrique. On avait des tas d'étudiants qui venaient de partout pour étudier en République démocratique du Congo. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc tout ça, c'est la corruption qui a fini par miner. La corruption
à empêcher à l'État de mobiliser suffisamment de moyens pour encadrer ces enseignants, pour encadrer ces fonctionnaires, bien les rémunérer, pour encadrer ces juges, ces magistrats, pour qu'ils disent le droit, qu'ils protègent l'autorité de l'État et renforcent l'État de droit. Donc tout ça, c'est la corruption qui en est à la base. Donc il fallait la combattre. Je crois que personne ne peut me contredire là-dessus. En revanche, la manière dont ce combat s'est fait, c'est ça qui pose problème. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des Congolais qui ont vécu au Congo, qui ont aussi été victimes ou peut-être acteurs de cette corruption. Donc, cette corruption qui est devenue une seconde nature quelque part au Congo. Donc, c'est sur eux qu'il faut compter parce que je ne veux pas faire venir des étrangers pour faire le travail à notre place. Et j'ai lancé un appel au début de mon mandat pour que les compatriotes vivant à l'extérieur reviennent, mais ce n'est pas une garantie non plus. Même à l'extérieur, on trouve des gens à l'esprit corrompu aussi. Donc, ce n'est pas... Et surtout, le contexte, quand ils vont arriver, est-ce qu'ils auront suffisamment de recul pour ne pas se lancer aussi là-dedans? Donc ça, c'est une question. Donc il faut, et c'est ça la difficulté que j'ai, c'est de travailler et de trouver les gens qui vont vraiment mettre le cœur à l'ouvrage pour nous aider à éradiquer ça. C'est pour ça que je peux dire, malheureusement, nous n'avons pas encore récupéré le produit de cette corruption, mais le côté positif quand même, c'est qu'il y a maintenant de la dissuasion. Aujourd'hui, avant d'user de corruption ou de mégestion, de détournement, on y réfléchit à plusieurs reprises. Et on le voit, les recettes de l'État augmentent. Et donc, nous allons pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et booster notre pays. Mais c'est quelque chose qui prendra du temps, malheureusement. Il ne faut pas penser que c'est du jour au lendemain. C'est un peu comme avec l'état de siège. Ça a déjà créé un climat d'apaisement au sein de la classe politique, au sein de la classe sociale, mais aussi pour l'ensemble de l'opinion nationale. Il le fallait. Mais nous pensons qu'au-delà de cette assurance de la tenue des élections en 2023, il y a lieu que ces élections soient précédées par des réformes consensuelles et en vue d'un processus électoral apaisé. C'est pour cette raison que les CEDUC, Collectif pour le développement et l'unité du Congo, notre structure, proposons le dialogue. Alors, vous avez confirmé, vous appuyez les dialogues. Le chef de l'État parle des élections, mais vous êtes resté sur le dialogue. Pourquoi cela ? Nous proposons les dialogues essentiellement pour 3 raisons. La première, c'est parce que nous pensons que l'Union sacrée ne saura pas seule organiser de bonnes élections en 2023, faute pour elle de compter parmi ses animateurs principaux des personnalités ayant une expérience avérée en matière d'organisation des élections. Contrairement à la MOUCA qui a pour son compte l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, et le FCC qui compte l'ancien président de la République Joseph Kabila et tant d'autres personnalités qui ont déjà fait leurs preuves en matière d'organisation des élections. Et la deuxième raison, c'est que ces dialogues vont créer un climat ou une occasion de réconciliation